1963. Sur l'ex-Congo belge tout juste réunifié, règne un triumvirat composé de Joseph Kasavubu, président de la République, de Siri Adoula, Premier ministre, et du général Joseph Désiré Mobutu, commandant en chef l'ANC, l'armée nationale congolaise. Le départ des troupes de l'ONU après liquidation de la sécession katangaise a plongé le pays dans une agitation croissante. Des troubles éclatent. En vain, Kasavubu et Adoula ont-ils dissous le Parlement, interdit les partis d'opposition. Gbagné, un extrémiste, se réfugie à Brazzaville. Il fonde un conseil national de libération avec Gaston Soumialo et Pierre Moulélé. Tous trois soulèvent les provinces est du Congo. À Kinshasa, fin 1963, en visite au camp de Ndolo, le chef de la police et le général Mobutu, commandant l'armée congolaise, sont arrêtés par leurs troupes mutinées, jugés sommairement et condamnés à mort. Des troupes fidèles les sauvent de justesse de la noyade. Le Congo sombre en plein chaos politique, économique et financier. Pour soutenir l'armée congolaise qui s'effondre, les États-Unis envoient secrètement au Congo une force aérienne composée de Cubains anticastristes, sous contrôle de la CIA et camouflée en société commerciale, la Vigmo. Malgré cet appui aérien, les troupes gouvernementales lâchent pied partout. Il ne faudra rien moins que la présence du général Mobutu lui-même en première ligne pour stopper la débandade dans la province du Kivu, épicentre de la rébellion. Tandis qu'à Kinshasa, on refoule ou on expulse soviétiques et diplomates des pays de l'Est, au Kivu, le général Mobutu lance une contre-offensive dans la vallée de la Ruzizi et remporte un semblant de victoire. Succès éphémère sur les fanatiques de Soumialo et Moulélé, drogués au chanvre et qui méritent leur surnom de Simba, les lions. La rébellion fait tache d'huile, dans un climat d'atrocité et d'effroyable sauvagerie. Le Congo est au bord d'une catastrophe aux conséquences internationales imprévisibles. Un nom s'impose alors à tous les esprits comme celui du seul sauveur possible du Congo. Celui d'un proscrit exilé en Espagne où il bout d'impatience dans l'attente d'une revanche. Cet homme est un ancien rebelle, c'est l'ex-président du Katanga libre et sécessionniste, Moïse Tshombe. Cette émission a été réalisée avec le concours de Maître Spandre, avocat, éminence grise de Tshombe, Colonel Van de Waal, ex-conseiller militaire de Tshombe et Mobutu, Jacques Le Bailly, correspondant de guerre au Congo, commandant Tavernier, chef mercenaire, Gérard Monheim, envoyé spécial au Congo, Roger Braco, chef d'escadrille de la CIA, René Libert, pilote mercenaire, lieutenant Régnier, chef mercenaire, professeur Clemens, conseiller politique de Tshombe. Partout indésirable, Tshombe a fini par trouver refuge en Espagne. Depuis un an, il y soigne les séquelles d'une tentative d'empoisonnement perpétrée contre lui peu avant sa fuite du Katanga. Il a gardé partout des amitiés, d'innombrables contacts. Il dispose de troupes repliées en Angola et surtout du fabuleux trésor de guerre du Katanga mis à l'abri en Suisse sur des comptes à numéros. J'ai déjà pris combien de risques depuis que je m'occupe de la politique. Donc c'est quelques adversaires pourront toujours continuer à tenter de m'empoisonner, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Cela ne m'empêche pas à moi de retourner au Katanga parce que je dois rentrer au Katanga. Tshombe n'avait jamais envisagé de revenir au Congo comme Premier ministre du Congo. Tshombe voulait créer le Katanga, il avait l'âme katangaise et le Congo n'était pas une de ses préoccupations. Le Congo sombrait à nouveau dans le chaos. Les forces moulélistes avançaient et déferlaient de partout. C'était presque la fin. L'armée nationale congolaise décroche dès que les rebelles, que l'on appelle les Simba, les lions, se présentent. Il était absolument indispensable que Tshombe revienne à Kinshasa parce qu'avec lui, il ramenait ses techniciens et il ramenait surtout ses bataillons qui étaient en Angola. Il y avait de l'armement en Angola, il y avait de l'armement au Katanga. Il y avait là donc toute une armée qui était la seule armée qui pouvait s'opposer aux rebelles. Encore un nouveau bluff, puisqu'il y a là quelques milliers de réfugiés qui ne sont pas armés, qui ne représentent rien, avec au départ 50 mercenaires, mais quand ils rentreront, il n'y en aura plus que 7. Le président Kasavubu a convoqué Mobutu
Et Mobutu lui a dit, les Simba vont arriver à Léopoldville, un seul homme peut nous sauver, parce que lui nous amènera les mercenaires, c'est Tshombe. Et il était impossible de lui demander ce service-là sans lui fournir la place de Premier ministre au minimum. Ce qu'on propose à Tshombe, c'est la chose suivante. Kasavubu est chef de l'État, Tshombe sera chef du gouvernement, Mobutu est sera chef de l'armée. Le gouvernement belge, véritablement, l'a fait venir ici à Bruxelles et dans un hôtel de Bruxelles, il a subi pendant une nuit entière des pressions de gens qui lui ont expliqué qu'il pourrait refaire revivre le Katanga, qu'il pourrait faire prospérer le Congo, que c'était pour le bien-être des Africains, etc., etc. Et finalement, il a succombé. J'ai préparé un programme que j'estime indispensable pour redresser le Congo. Et quel est ce programme, M. Tshombe? Je ne vais pas le divulguer pour le moment. Mais c'est un programme politique ou économique? Un programme politique et économique également. Il part. Et alors ici, un certain nombre de conseillers s'accrochent à ces basques et lui disent « c'est pas le moment de partir, attendez encore un mois. Dans un mois, ce sera tout à fait tombé par terre là-bas et à ce moment-là, vous serez le sauveur. » Mais il est tellement impatient qu'il n'écoute pas et il part pour Léopoldville sans idée très nette puisque le gouvernement d'Adoula est toujours en place. Et quand Tshombe se présentera à Kasavubu, celui-ci lui dira « je vous attendais pas tout de suite ». En dépit de protestations soviétiques, Tshombe débarque à Kinshasa le 26 juin 1964. Parmi les Africains de Kinshasa, je ne crois pas qu'il y avait un réel désir de collaborer avec Tshombe. En tout cas pas dans le chef d'Adoula et de l'agent politique. Il y avait peut-être un désir de collaborer de la part de Mobutu. Tshombe se voit déjà à ce moment-là non seulement président du Conseil, mais par la suite président de la République. Tshombe va occuper le poste de Premier ministre qu'Adoula lui cède pour 3 mois. Nous sommes très contents parce que toute la population congolaise est derrière nous. C'est ça notre force. Et nous sommes là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il n'y a pas d'opposition pour le moment? Il y a l'opposition de quelques personnes, mais pas de la population. Toute la population est avec nous. Tshombe devient Premier ministre, ce qui est assez curieux quand même. Passé de la sécession, de l'exil, il revient, le voilà Premier ministre. Cachant son hostilité sous un sourire de commande, le président Kasavubu accueille son nouveau Premier ministre pour la rituelle prestation de serment. Je jure fidélité aux lois du Congo et au chef de l'État. Le triomphe de Tshombe va durer 10 mois. Sitôt investi, il forme un gouvernement de salut public avec en tête 2 amis fidèles, Munongo et Kalonji. Monsieur Munongo Godefroy, ministre de l'Intérieur et de la fonction publique. Monsieur Mamboleo Léon, ministre de la Justice. Monsieur Kishwe, ministre des Mines et Terres. Et lorsque M. Tshombe me présente ses nouveaux ministres, il hésite, s'embrouille. Tout s'est passé si vite qu'il ne connaît pas encore très bien son équipe. Ministre de l'Agriculture. Monsieur Lubaya, ministre de la Santé. Monsieur Ndoua Ndano, ministre de la Jeunesse et Sport. Il me manque encore 2 ministres qui ne sont pas sur place. Oui. Monsieur Dinga, notre ministre des Finances. Ah bon. Et vos portefeuilles, toujours 4 portefeuilles, M. Tshombe? C'est exact. Quel portefeuille? Et je vous l'ai déjà dit. Donc, affaires étrangères, plan, commerce et information. C'est ça. Et pas de femmes dans votre gouvernement? Pas question. Tshombe rappelle assez naturellement à lui les conseillers qu'il a eus au Katanga. Il m'a appelé à Kinshasa, où j'ai travaillé avec lui pendant les 10 mois où il est resté au pouvoir. Il n'y avait pas de front commun autour de Tshombe. Il y a les Français, il y avait les Belges, il y avait les militaires, il y avait les civils, il y avait les juristes, il y avait les autres. Enfin bon, il y a un certain nombre de personnes qui se sont toujours tirées dans les pattes en quelque sorte. Et si nous devons tenir compte de tout ce que M. Tel a dit, tel a dit, mais on ne fera jamais quelque chose de sérieux au Congo. Revient avec Tshombe les officiers de l'armée belge, le fameux colonel Van de Waal à leur tête. Monsieur Spaak me demande de partir à Léopoldville pour voir ce qui s'y passe, au moment même où Tshombe me demande comme conseiller militaire. Je me trouve donc le 7 août à Léopoldville, Tshombe me reçoit, et il ne sait trop que faire de moi comme conseiller militaire et me repasse au général Mobutu. Le général Mobutu m'expose quelle est la situation, elle est extrêmement mauvaise. Se développent 2 rébellions qui ne sont plus des sécessions, mais qui sont des rébellions, ici, dans les Kasaï de nouveau,
et dans le nord du pays, du côté de Stanleyville, Bouta, etc. Les Simba étaient des Noirs fanatisés et qui, sur les instructions de leur chef Moulélé, Soumialo ou Benyé, qui avaient reçu eux-mêmes leurs instructions de Pékin, avaient décidé que l'Afrique devait revenir à ses sources, que tout ce qui avait été européanisé devait disparaître. Les Simba croyaient notamment qu'ils avaient la dawa. La dawa, ça consistait à pouvoir braver les balles. C'est ceux qui leur remettent les sorciers ou les chefs coutumiers à leur naissance. Et c'est ceux qui leur ont mis après les sorciers pour faire la guerre, en leur disant avec ça, les balles ne seront que des gouttes d'eau, ne portez rien d'européen sur vous à part le caleçon. C'était le fameux cri Maï Moulélé, ce qui veut dire l'eau de Moulélé. Il suffisait de prendre un bain dans certaines rivières pour être invulnérable pour les cartouches que l'armée nationale tirait sur eux. Les Simba combattaient complètement nus la plupart du temps. Qu'un Simba s'avançait, lui il vous loupait parce qu'il était chanvré à mort, mais il fallait 2, 3, 4, 5, 6 balles avant de le mettre au sol. Il avait 3 blessures mortelles. Il était interdit de vendre du tuyau de cuivre et du tuyau de plomb aux Noirs, parce qu'ils en faisaient des poupous, une espèce de fusil chargé de mitraille, de boulons. Et quand vous prenez un coup de poupou, ça faisait un trou comme ça. Leur petite manie, c'était le trou d'éléphant. Sur les pistes, ils creusaient un trou. Et puis ils recouvraient bien ça, et ils refaisaient les empreintes de véhicules avec des morceaux de pneus. Puis quand vous arrivez, le Benadjup. Parti du Kiwu et du Kwilu, la révolte des Simba gagne rapidement la moitié du Congo. Lors de l'arrivée des Simba à Stanleyville le 3 août et la prise de la ville terminée le 7 août, le consul des États-Unis, Hoyt, et tout son personnel, ses chiffreurs, ses adjoints, etc., sont restés à Stanleyville et sont devenus les prisonniers des Simba. Des choses abominables se sont passées, notamment à Stanleyville, où le chef du gouvernement, Soumialo, a de ses propres mains égorgé le maire de Stanleyville, lui a arraché le cœur, l'a mangé palpitant. Il violait toutes les nonnettes, et toutes les nonnes et toutes les infirmières. Les religieuses devaient, au son du tam-tam, danser autour du feu. Alors elles dansaient pendant que les Simba buvaient n'importe quoi et fumaient le chanvre. Quand le bûcher s'éteignait, le commandant des Simba violait la mère supérieure qui avait 80 ans. Ses adjoints violaient les filles qui avaient 70 ans, 72 ans et ça dégringolait. Il y avait le viol hiérarchique. Au nord de Stanleyville, on retrouvera les cadavres mutilés de 30 de ces religieuses. Ce n'est pas à la gloire de la France de dire que l'unique contact qu'avait Stanleyville avec le monde dit libre était par le téléscripteur de l'ambassade de France. L'aide chinoise apportée aux Moulélistes était importante parce qu'elle était surtout donnée en équipement. On a retrouvé un certain nombre d'armes légères chinoises, notamment dans la région de Stanleyville, Kisangani et dans la région de Bouta. Et il commençait une organisation. On a retrouvé des documents, on arrivait vraiment à une république populaire. Et l'organisation interne, politique, était en place. Précisément le 7 août, au moment où j'arrive, Stanleyville est définitivement pris et que toute une partie du Congo va basculer dans la rébellion parce que l'armée ne tient pas. Moulélé est donc le personnage qui dirige la rébellion du Sud, et Soumialo est le personnage qui dirige plutôt la rébellion du Nord-Est. Moulélé est un espèce de saint laïque, mais de fou également, qui n'a aucune culture politique. Soumialo, par contre, c'est un véritable général d'opérette. C'est un type qui adore mettre des képis, qui adore mettre des anciennes décorations belges-françaises qu'il a trouvées à gauche et à droite, et qui n'est certainement pas un type très sérieux. Lors de la grande rébellion de Stanleyville, il a fait massacrer des milliers de gens devant le monument à la mémoire de Patrice Lumumba, couper les jambes de ses propres soldats lorsqu'ils n'obéissaient pas exactement à ses ordres. Il a fait ouvrir le feu sur les Blancs à plusieurs reprises. Il a fait manger le drapeau américain au consul des États-Unis. Alors voilà les gens que soutenait le tiers-monde et avec qui la France conservait des rapports amicaux
À Kinshasa, le colonel Van de Waal met au point un plan visant à reconquérir Stanleyville pour y sauver les otages prisonniers des Simba. Qu'on a proposé au général Mobutu, qui a accepté, à M. Tshombe, qui a accepté de faire converger sur Stanleyville un certain nombre de petites colonnes, pendant que moi je revenais en Belgique pour expliquer à M. Spaak que, à mon avis, il était fort possible de faire face à cette rébellion moyennant un tout petit renfort d'une cinquantaine d'officiers et de sous-officiers que j'ai obtenu. Pendant ce temps, le général Mobutu avait, lui, passé une commande de mercenaires. Il avait commandé 1000 mercenaires à un certain Neike Hoor. Il a remonté immédiatement le 5e commando de Rhodésiens, de Sud-Africains, et le 6e commando qui allait devenir le commando de Bob Denard. Tshombe voulait son gros français. Il y avait des anciens d'Indochine, il y avait même des anciens de Corée, et il y avait des anciens d'Algérie. Nous avons tous connu la guerre subversive. Il nous était beaucoup plus facile, à nous, d'opérer en pleine brousse par groupe de petits commandos. Le groupe français était commandé par Bob Denard, où moi j'étais son officier instructeur. Payé, on ne l'a pas été, ou très peu. Tshombe fait appel non seulement aux mercenaires, mais à cette gendarmerie katangaise qui nous a suivis dans la retraite et qui, depuis lors, est restée confinée en Angola avec Jean Scram et quelques cadres européens. Pendant 3 mois, on se livre au petit jeu de la logistique, on fait flèche de tout bois, on trouve des camions, on trouve des armes, on est appuyé par une aviation mercenaire. Ce flight de T-28 et de B-26, fourni par les Américains, piloté par des pilotes anticastristes, n'est pas sous les ordres du gouvernement central, mais agit sur permission, en tout cas, des Américains. Et ces Cubains qui pilotaient pour la CIA n'avaient que très peu d'expérience, une centaine d'heures de vol bien souvent. Nous serons contactés par la CIA, Libert et moi-même, pour entrer dans le cadre de leur organisation. Le plan qui prévalait au sein des chefs mercenaires était le suivant. C'était une progression très rapide par le nord pour arriver sur Stan, ce qui réduisait de 350 km la route que finalement la brigade mécanisée a pris. Les élections américaines devaient avoir lieu le 3 novembre. Les Américains ne désiraient pas d'opération militaire, craignant, si elle échouait, que cela ait une influence sur l'électorat américain. Le plan qui a finalement été retenu était celui du colonel Van de Waal, donc cette progression très lente. Et c'est lui qui prend le commandement de la 5e brigade mécanisée à Kamina, où l'on regroupe toutes les forces katangaises revenant d'Angola. Ma colonne comportait 150 mercenaires et 7 ou 800 figurants, mais tout ça faisait du volume. Ça ressemble très fort à ce cortège folklorique, 1 ou 2 fois par an, on voit sur la grande place de Bruxelles, et qui est l'Homme-Gang. Alors nous avons baptisé cette colonne l'Homme-Gang. C'est une opération de rouleau compresseur. L'équipement que nous avons est de loin supérieur aux mitraillettes et aux fusils mitrailleurs chinois qu'ont les moulélistes. L'exploit consiste à progresser sur 1500 km avec une série d'obstacles naturels, des ponts, des bacs et des choses de ce genre-là. Le tam-tam de Mbrousse jouait et c'était une formidable armée qui s'avançait. Alors chaque fois qu'on voulait bien se porter en avant, les Simba s'en allaient. Ils ont résisté un tout petit peu entre Kibombo et Kindu, mais c'est vraiment insignifiant. Parti le 3 novembre, la pesante colonne Van de Waal n'atteindra Stanleyville que le 20, après 2 semaines d'arrêt à Kindu. Nous, on était beaucoup plus discrets, parce qu'on arrivait en petits groupes. Et nos opérations étaient beaucoup plus bénéfiques, pour la bonne raison. C'était le silence complet. La lutte est sans merci. Tout blanc capturé par les Simba est massacré après d'effroyables tortures. Le but de la 5e brigade est d'arrêter l'avance mouléliste dans tout le nord du Congo. De reprendre Stanleyville, où des centaines d'Européens sont à ce moment-là prisonniers et otages des moulélistes. Là, il y a un missionnaire américain qui est un major de réserve. Il est médecin, il s'occupe d'environ une population de 100 000 indigènes.
Le pasteur Carlson était un agent de la CIA à Stanleyville et c'est ce qui a poussé la CIA à préconiser des aventures qui, je crois, ne seraient pas survenues si Carlson n'avait pas été un personnage important de la CIA. Et les Simba arrivent chez lui, trouvent la radio, il est américain, il a une radio, il est espion. On l'arrête. Et on le met en prison à Buta où on le laisse pendant tout un temps. Carlson est amené à Stanleyville et on déclare que le 15 novembre, Carlson a été jugé par une cour du peuple et qu'il va être exécuté le 16 ou le 17 suivant. L'affaire Carlson va aux États-Unis être prise en charge par la presse, la radio, la TV, le seul missionnaire pour 100 000 indigènes qui va être exécuté. Les autorités américaines aussi sont arrivées à la conclusion qu'on ne sortirait pas Hoyt de sa prison sans une opération militaire. Et ils craignent que ma colonne, qui se trouve à Kindu à ce moment-là, ne soit retardée par une série d'obstacles. Et c'est ainsi que vers le 8 novembre, on décide de faire cette opération Dragon Rouge, qui est le saut des parachutistes belges transportés par les avions américains sur Stanleyville. Le 24 novembre 1964, l'opération Dragon Rouge se déclenche. Généreusement, Tshombe a pris sur lui d'autoriser cette mission dernière chance de sauver les otages de Stanleyville. Sa décision d'autoriser le parachutage sur Stanleyville était pour lui un suicide politique. Il se ruinait aux yeux de toutes les nations africaines, de toutes les nations asiatiques. Donc le 24 novembre, il y a eu la jonction entre les parachutistes belges transportés par les avions américains et la colonne de l'Omegang qui arrivait de Kindu. Et nous arriverons dans les 2-3 heures qui suivent le parachutage à temps pour sortir des otages dispersés en brousse et pour reprendre la succession. Plus de 1000 otages vont être sauvés, mais par contre, il va y avoir 80 tués, dont le docteur Carlson. Celui qu'on voulait sauver va être tué dans cette affaire. À travers Stanleyville reconquise, commence alors la chasse aux moulélistes et à leurs complices. Une chasse impitoyable qu'explique sans l'excuser l'atroce férocité des tueries perpétrées par les Simba. Parmi les fanatiques moulélistes, beaucoup de jeunes femmes qui de leurs mains ont égorgé des dizaines de victimes. Mais les pires des tueurs Simba, les plus sadiques, les plus féroces, se révèlent être des gamins à peine sortis de l'enfance et enivrés de chanvre et d'alcool par leurs sorciers. L'armée nationale congolaise participe elle aussi au nettoyage de Stanleyville. Un nettoyage que d'inexpiables haines tribales transforme bientôt en sanglant règlement de compte entre noirs et où tout souci d'élémentaire justice n'a plus que faire. À vrai dire, comment garder son sang-froid et sa sérénité devant les charniers abominables que l'on découvre partout? Blancs et noirs mêlés, massacrés au cours d'une même et sanglante boucherie, et portant souvent les traces d'un atroce cannibalisme rituel. Souvent aussi, l'exécution des otages s'est accompagnée de tortures et de mutilations d'une sauvagerie inouïe, dont de rares rescapés sont des témoignages vivants. Les Européens libérés, qui pour la plupart ont vu leurs femmes violées, leurs enfants, leurs parents massacrés sous leurs yeux, restent comme hébétés d'horreur. Alors se pose pour le gouvernement des États-Unis et pour le gouvernement belge le problème de faire face à la levée de boucliers qui, comme toujours, se déclenche à New York, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité qui est réuni. Et ils admettent de faire une seconde opération sur police et puis de retirer les parachutistes belges, opération qui se place entre le 27 et le 28. Et à partir du 30 novembre, l'Omegang reste tout seul avec comme charge de liquider ce qui reste. Parce que si on a sauvé les otages de Stanleyville, il y en a tout autant qui sont à l'intérieur du pays. Alors, il y a toute une série d'opérations qui sont montées pendant le mois de décembre par l'Omegang et par les différentes colonnes et qui vont encore aller rechercher un certain nombre d'Européens, de colons, de missionnaires qui sont dans la brousse. Mais au Conseil de sécurité, l'opposition
se déclenche. Il y a des interventions égyptiennes, des interventions algériennes, des interventions soviétiques. On dénonce le génocide commis par Van der Waal. On évoque Oradour-sur-Glane. Bref, j'ai donc eu les honneurs d'une expulsion, mais diplomatique cette fois-ci. L'armée congolaise fusille implacablement. Et certains officiers mercenaires appliquent eux aussi une justice tragiquement expéditive vis-à-vis des moulélistes. On traite M. Spaak de menteur en lui disant que c'est une recolonisation et non pas une opération humanitaire. Il est devenu impossible pour un Belge de rester à l'avant-scène. Bref, je suis rentré en Belgique pour décembre 1964. Oui. Alors après cela, j'ai donc remis ce commandement à un colonel congolais, homme très valable, le colonel Moulamba, qui lui va donc reprendre la suite des opérations, mais avec beaucoup de difficultés, parce que les mercenaires engagés en août et en septembre, pour 6 mois, arrivent au bout de leur contrat, repartent, et il faut en ramener de nouveau, ce qui demande du temps, et c'est ainsi que cette rébellion a l'air de se tirer pendant toute cette année 65, alors qu'elle ne représente plus rien du tout, puisque tous les chefs de la rébellion sont en exil, ils sont au Soudan ou en Ouganda, il y en a en Égypte, il y en a au Kenya. Ils ruineront les efforts de Tshombe pour amadouer le tiers-monde. Mike Orr et moi-même sommes envoyés dans le nord-est. Nous libérons toute la frontière du nord-est, Aba, Ferrach, Ouatsa. Nous nous occupons de ce secteur-là. Nos missions étaient des missions de, disons, de pacification et de libération. Par la même occasion, nous avons ramené des véhicules, des barges de caoutchouc, de café, et ainsi de suite. Pour certains mercenaires, l'opération salvatrice tourne à la bamboula. J'ai vu une villa, j'ai écouté le frigidaire ronronner, merveilleux tout de suite, boire une bière Simba. Je m'excuse, la bière s'appelait Simba aussi. Et bien malheureusement, que trouvais-je dans ce frigo? Un morceau de cuisse et un morceau de bras. Qui n'y avait pas d'erreur possible, provenait d'un blanc. Parmi les Noirs, il n'y a plus ni civils ni soldats de l'ANC, plus rien que des pillards, tous confondus. Le rôle de la 5e brigade mécanisée devient secondaire, nous ne sommes plus que dans un terrain d'occupation. Donc nous avons gagné la partie, le Congo est entièrement libéré. Ne reste plus alors sur place, tout doucement, que les officiers mercenaires, les officiers katangais et les bataillons katangais. Mais dès que les opérations ont été terminées, Tshombe a recommencé son petit jeu politique et a laissé un peu Mobutu à l'écart. Des gens comme Adoula, comme Kasavubu et comme Mobutu surtout, voient que Tshombe a finalement des appétits beaucoup plus grands que ceux qu'il avait manifestés au départ. C'est lorsqu'on s'est rendu compte que Tshombe véritablement s'affirmait et qu'il a eu des erreurs extrêmement importantes avec des gens de la CIA, comme M. Devlin, qui était premier conseiller à l'ambassade, mais qui en fait était le chef de la CIA pour l'Afrique. C'est au moment où on s'est rendu compte que Tshombe en faisait à sa tête, que, comme au Katanga, Tshombe faisait venir des gens du dehors, et notamment des inspecteurs de finances que De Gaulle lui avait envoyés personnellement, et que véritablement il allait prendre le pouvoir, qu'on a songé à le renverser. Tshombe contrôlait véritablement le pays. Ils ont alors utilisé certains ressorts psychologiques, notamment à l'égard de Kasavubu. On a fait valoir à Kasavubu que lui était le président et qu'il devait donc être le chef, qu'en fait Tshombe prenait de plus en plus d'autorité, que Tshombe allait viser à la place de président lorsqu'il y aurait des nouvelles élections présidentielles, et que lui, Kasavubu, avait le pouvoir de destituer Tshombe. Le 12 octobre 65, devant le Parlement qui siège à nouveau depuis 2 mois, le président Kasavubu révoque brutalement Tshombe, pétrifié par cette disgrâce d'autant plus imprévue qu'il est le chef de la CONACO, le parti le plus puissant du Congo.
Et à ce moment-là, s'est posé le problème de savoir si Tshombe allait accepter de renoncer à la place de Premier ministre ou s'il allait recourir à la force. M. Kasavubu ne tenait plus compte de la légalité, ne tenait plus compte de la Constitution. Il allait tout droit dans l'illégalité. Il y a eu, parmi les conseillers de Tshombe, deux tendances. Les uns préconisaient le retour sur Léopoldville des gendarmes katangais. Tshombe pouvait prendre le maquis et revenir avec ses troupes. Et il y avait les gens qui préconisaient la légalité. Kasavubu désigne un nouveau gouvernement, place à sa tête Kimba, un ancien fidèle de Tshombe, devenu son adversaire. Lorsque Kimba a été nommé Premier ministre, Tshombe a de nouveau eu la majorité et Kimba n'a pas pu avoir l'investiture. Devant cette impasse sur le plan politique, ceux qui avaient préconisé cette politique en sont réduits alors au coup d'État. C'est alors qu'on va chercher Mobutu et que Mobutu dit « moi j'en ai assez des politiciens » et il prend le pouvoir lui-même. Il a vu de nouveau le pays sombrer dans le chaos. Il s'est dit ici, on va recommencer de nouveau avec les petits jeux politiques, les disputes et les clans qui vont se refaire. Si nous voulons garder le Congo entier et solide, il faut éliminer Tshombe. Lorsque le général Mobutu prend le pouvoir le 24 novembre 1965, en fait, c'est l'armée nationale et les dirigeants de l'armée nationale qui décident de prendre le pouvoir et qui nomment le général Mobutu président de la République. Mobutu est désormais l'homme fort du Congo, rebaptisé Zaïre. Je ne vais pas toucher un seul centime comme président de la République. C'est mon traitement de lieutenant général de l'armée nationale que je continuerai à percevoir. Vous allez être président de la République pour 5 ans. Ça continuera pendant 5 ans. C'est absolument nécessaire selon vous, pour quelles raisons? Pour les raisons, n'est-ce pas, que jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être appelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu et de l'armée nationale. On s'est débarrassé d'un certain nombre de personnages qu'on a simplement renvoyés en Belgique, ou en France ou ailleurs. La position de la Belgique, au moment où Mobutu est arrivé au pouvoir, a été de laisser faire. Tshombe croit, lui, que Mobutu a pris le pouvoir pour le lui remettre. Et je n'ai jamais vu, de toute ma carrière de journaliste, un homme aussi effaré, aussi étonné, que lorsque nous avons dû démentir cette information. Tshombe était persuadé que le général allait venir avec des autres officiers pour lui offrir la présidence de la République du Zaïre. Tshombe rêve éventuellement de ramener ses gendarmes katangais, mais il a perdu une partie de son prestige et puis de sa dynamique propre. Les officiers qui dirigent les gendarmes katangais sont des officiers belges. Le quartier général, ce sont des Belges également. Et Tshombe est réduit à l'inaction. Pour le moment, nous allons essayer de faire tout pour aider le général Mobutu, parce qu'il est décidé de mettre de l'ordre au Congo. Nous sommes décidés aussi de l'aider. En fait, la position de Mobutu n'a cessé de se raffermir. Il avait autour de lui une armée qui était de plus en plus aguerrie et de plus en plus fidèle. Au lendemain de l'indépendance, le général Mobutu avait trouvé un rapport qui avait été fait par des colonels belges et qui proposait la création d'un bataillon de paracommandos congolais. Ce rapport était tout simplement annoté de la façon suivante: non, un nègre est incapable de sauter en parachute. Au moment où Mobutu est devenu commandant-chef de l'armée, il a voulu créer un bataillon de parachutistes. Et il a obtenu assez rapidement des instructeurs parachutistes israéliens qui sont venus à Léopoldville et qui ont, en un temps record vraiment, créé un bataillon de parachutistes. Il est certain que l'entourage de Tshombe l'a fort poussé à se débarrasser du général Mobutu. Un bien étrange complot se trame qui vise en fait à neutraliser Tshombe. Le complot du 17 novembre est une merveilleuse opération d'intoxication qu'a montée la CIA.
en vue de l'éviction de Moïse Tshombe qu'elle envisage déjà à ce moment-là. Nous avons marché assez naïvement. Nous devons donc faire une démonstration de mitraillage et roquettage en face de Mobutu et de tous ses ministres. C'était à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo. La CIA voulait nous faire un coup d'État sur la personne de Mobutu. Il aurait été très facile pour nous de mitrailler la tribune, de détruire tout le monde. Le soir même, Tshombe devait être retiré de la villa, surveillée déjà à l'époque par les parachutistes congolais. Notre mission, Libère et moi-même, était d'embarquer Tshombe à Kasangulu, qui est un petit aérodrome civil dans les environs de Léopoldville, et de là, de voler vers Elisabethville, où Tshombe aurait redéclaré une sécession. Personnellement, je ne crois absolument pas que la personne du général Mobutu ait été mise en danger. Et jamais rien ne s'est passé. Et le lendemain, c'est-à-dire le 20, nous désirons en tout cas aller prendre le petit déjeuner dans un hôtel de Goma. Et dès notre entrée dans cet établissement, le patron, affolé, nous demande de vider les lieux car il vient d'entendre à la radio qu'un complot a été éventé et nous sommes, en fait, nous dit-il, condamnés à mort pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous avons été à ce moment-là rappelés par la CIA immédiatement. Ils ont mis un avion à notre disposition qui nous a conduits au Katanga. Et là, pendant une semaine, nous sommes restés cachés dans un hôtel. Nous avons appris que notre photo était dans les journaux, que nous allions tuer Mobutu, que toute personne qui nous voyait pouvait nous tuer à bout portant. Tshombe s'était enfermé dans une villa, surtout à partir du moment de la nouvelle que nous lui avions annoncé que le pouvoir n'était certainement pas pris pour lui. Sa vie n'a été en danger que quand Mobutu s'est rendu compte qu'il n'allait pas accepter d'être mis dans l'ombre. La vie de Tshombe n'est certainement pas menacée, au contraire, mais il faut savoir une chose, c'est que Tshombe est un homme qui a horriblement peur. Et à partir d'un certain moment, il se rend compte que dans la mesure où il a un certain prestige, il est dangereux pour lui de rester au Congo, et c'est son nouvel exil. Les autorités congolaises ou zaïroises, comme vous l'entendez, n'avaient absolument pas empêché le départ de Tshombe, mais une condition, c'est que Tshombe les tienne au courant de ses déplacements. Il ne l'a pas fait en l'occurrence, et la sanction a été immédiate. On lui a retiré son passeport. Je l'ai rejoint dans son exil, et nous avons alors travaillé ensemble. Il a immédiatement des projets de retourner, mais cette fois au Katanga. Tshombe conservait un crédit immense parmi la population congolaise et katangaise. Tshombe était capable, s'il revenait au Katanga, de refaire sécession. La population était pour lui. Mobutu n'avait pas encore la sympathie de la population à cette époque. Mobutu était un militaire, c'était un type tout à fait différent, beaucoup plus froid. Une sécession a des chances d'aboutir. En effet, l'État congolais est fortement affaibli. Les Katangais sont plus Katangais que jamais parce qu'ils ont quand même dû subir l'oppression des gens de Léopoldville qui se présentent au Katanga véritablement comme des occupants. Il y a pour Tshombe l'avantage extraordinaire, c'est qu'il est absolument certain que l'ONU ne viendra plus se mêler des affaires du Katanga. Tshombe a encore comme conseiller le professeur Clemens. Moi-même, je suis là. Le colonel Van de Waal est au courant de ce projet, puisqu'il travaille pour la sûreté belge, et ça m'étonnerait que le gouvernement belge n'en sache rien. Mais le gouvernement belge fait semblant de n'en rien savoir. Il a quand même autour de lui un groupe de gens qui lui sont fidèles. Tshombe est rentré en Europe pour un temps, espérant rentrer d'ailleurs dans une capitale africaine. Début 66, un curieux organisme se met à recruter à Paris comme à Bruxelles de nouveaux mercenaires pour Tshombe. L'homme qui signe aux volontaires ces mirifiques contrats mène grand train. Il s'appelle Thierry de Bonnet et opère vraisemblablement pour le compte du SDEC. Le camp de l'Ardèche avait été créé avec des accords de certaines personnalités françaises pour Tshombe. Jusqu'au 17 septembre 66,
les volontaires recrutés par Thierry de Bonnet s'entraînent ouvertement dans une ferme de Champ-de-Laas qui leur sert de base. Le 17 septembre, il y a eu 2 escadrons de garde mobile avec Astrike, automitrailleuses, AM, hélicoptères, chiens policiers, DST, de Lyon, de Valence, pour nous coincer. Et une arrestation et un encerclement du camp de l'Ardèche, de Champ-de-Laas, disant que c'est un mouvement subversif pour abattre le chef de l'État. Heureusement, ce n'était pas le cas. Et il est arrivé un message de quelqu'un d'important de Paris qui annonçait de relâcher tout le monde. Quand ça n'était plus possible, la presse était présente. J'ai passé une dizaine de jours à la santé. Entre nous, très bien traité, j'en ai eu ma première crise de foie. Et un soir, disons vers 22h, 23h, on est venu me chercher et on m'a dit vous êtes libre. Et mettez-vous au vert. Et nous, personnellement, n'avons jamais eu de rapport avec ces gens de l'Ardèche. Est-ce que Tchombé avait des rapports avec eux? Je ne pourrais pas le dire, mais enfin, ça n'apparaissait pas en tout cas. Tchombé, qui était en France, m'a contacté d'une façon tellement discrète que tout le monde le savait avant moi, même si je n'avais pas voulu, j'étais en obligation de quitter le Congo. Alors, je l'ai rencontré à Paris, et là, il m'a demandé de rester avec lui et de devenir un de ses pilotes pour reprendre, non pas le Katanga, mais tout le Congo. Alors, il m'a envoyé au Portugal, j'y suis resté là 9 mois, attendant que les autorités portugaises se décident à nous renvoyer en Angola, et d'Angola alors faire un coup sur le Congo. À Kinshasa, Kimba, resté Premier ministre, a ourdi un complot contre le président Mobutu. Jugé avec ses complices, il est pendu avec 2 d'entre eux à la Pentecôte 66. Au préalable, on a crevé les yeux des condamnés. À Madrid, où il possède plusieurs résidences, Tchombé multiplie les contacts, trame 10 complots, convoque tour à tour ses conseillers, ses anciens mercenaires, restés au service de Mobutu. Il dépense des sommes folles. Durant 8 mois, il entretient somptueusement plusieurs dizaines d'hommes au Portugal. Mais chaque après-midi, il interrompt ses consultations les plus importantes pour suivre les films de Tarzan que projette la télévision espagnole. Tchombé recommençait à partir de Madrid à avoir des contacts, notamment avec ses anciens mercenaires, ceux très rares qu'il avait payés. Sa première idée, c'est de donner des ordres aux bataillons katangais qui sont dans le nord, de se révolter et de passer sur le Katanga. Je suis appelé chez Tchombé à ce moment-là, il me pose la question et je lui réponds que pour ma part, il n'est pas question que je me mêle de cette affaire pour la raison suivante, c'est que le contrat mercenaire que nous avons est signé par Mobutu. Et je ne peux pas, étant officier de l'armée nationale congolaise, me rebeller contre cette même armée pour Tchombé pour refaire une sécession au Katanga. Tchombé envisage de nombreux plans. Il arrête son choix sur un plan très aventureux, mais enfin qui avait ses chances d'aboutir, qui est d'arriver vers 4 heures du matin sur la plaine d'Elisabethville avec 4 ou 5 avions, avec une centaine de soldats, prendre possession du palais du gouvernement, de la radio, et de faire venir rapidement les gendarmes katangais qui se trouvaient en Angola, et qui pourraient pénétrer d'ailleurs le jour même où lui arrivait, et avant même que l'armée congolaise ne réagisse, l'État katangais était implanté, à mon sens, de façon définitive. Il avait en Angola une armée de nouveau, de gendarmes katangais, qui étaient assez bien armés et qui représentaient 4 à 5 000 personnes. Il y avait un recrutement mercenaire qui devait venir de l'Angola, donc il fallait transporter les gens d'Angola vers Elisabethville pour soutenir cette force minime qui avait pris pied et qui ne comptait que sur les renforts d'Angola. Dans un premier temps, c'était cela. On a recruté un groupe de Belges, à la tête de qui on a mis Scram, et on a mis à la tête du groupe français, parce qu'on a recruté des Français, un certain Suèdre, qui était en exil en Espagne à l'époque. Le plan de Tchombé a toujours reposé sur la force katangaise qui subsistait au Congo, qui était pas satisfaite parce qu'il y avait des discriminations au sein de l'armée nationale. On imaginait un soulèvement de cette force katangaise aux alentours de Stanleyville, et en même temps, on comptait sur le 5e commando, un commando sud-africain, qui devait prendre l'Elisabethville, conjointement avec le soulèvement des gendarmes à Stanleyville, par un artifice assez facile. Les troupes, fin de contrat, devaient rentrer en Afrique du Sud, et les troupes fraîches qui revenaient d'Afrique du Sud vers le Katanga, au lieu d'atterrir à Albertville, devaient atterrir à Elisabethville
prendre le contrôle de la ville en attendant l'arrivée de Moïse Tshombe. Nous avions obtenu l'autorisation du gouvernement portugais de préparer le débarquement à Elisabethville. Il y avait donc des avions en Rhodésie. Ces avions ont été amenés à Luanda. On y a embarqué les armes. On a envoyé une partie de mercenaires à Luanda. Et on était les pilotes de ces avions pour transporter ces mercenaires là-bas à certains aérodromes au Congo. La position des Portugais dans cette affaire ne peut pas être précisée de façon monolithique. À l'époque, il y a Salazar qui est favorable à Tshombe. Salazar aime bien Tshombe. Salazar a donné des ordres personnels à M. Silva Paes, qui est le chef de la PIDE, pour fournir à Tshombe toute l'assistance nécessaire. Silva Paes, de son côté, a délégué d'autres personnes qui veillent à l'installation des mercenaires sur le territoire portugais. Tout ça a foiré parce que le pivot de l'opération était Peters, qui avait remplacé Or à la tête du 5e commando, et Peters n'a pas marché dans le coup, a dévoilé les propositions qu'on lui avait faites et le plan par la même occasion à Mobutu, et cette opération aérienne sur Elisabethville n'a pas eu lieu, bien que les gendarmes, eux, se sont soulevés à Stanleyville avec les conséquences que ça a eu. Et il y a juste Schramm qui se révolte, entraînant Donard dans sa révolte, contre son gré, mais obligé de suivre, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de suivre. Il ne faut pas oublier qu'à Stanleyville, il y a un régiment de Katangais. Cette opération avait des chances de réussir si Bob Donard et moi-même l'avions joué à fond. Il est bien certain que nous avions, à cette époque-là, les forces nécessaires, non pas pour monter sur Kinshasa, où nous serions trouvés devant les parachutistes de Mobutu, non, mais pour reprendre le Katanga. Si Donard n'avait pas été blessé, ils auraient réussi l'opération. Hélas, Donard est blessé par accident, il est évacué et c'est Schramm qui se trouve tout seul avec toute l'opération sous le dos. Il est fort lent à bouger, il bouge lentement, mais hélas, pour lui, il s'arrête à Bukavu et là, dans la cuvette de Bukavu, il se fait encercler. C'est un peu comme la cuvette de Bien Bien Phu, si vous voulez, mais en petit. Il est encerclé, il est dos au Rwanda, un pays étranger. Il a devant lui les forces armées congolaises, avec les bataillons parachutistes de Mobutu entraînés en Israël, donc des forces valables. Pour lui, c'est la fin. Tshombe essaye, en engageant de nouveaux mercenaires par le canal de l'Angola, de lui envoyer des renforts, de faire une opération de jonction avec lui. Cette opération échoue parce que les Portugais ne jouent pas dedans. Schramm ne doit son salut au ministre des Affaires étrangères de l'époque qui négocie son retrait sur le Rwanda et son repatriement ici en Europe. L'opération Schramm est terminée. L'opération mercenaire devant passer par l'Angola est terminée aussi. Et Tshombe me reconvoque à Madrid. Et là, il avait préparé une opération effrayante. C'était de faire parvenir à ses partisans de la cité indigène à Kinshasa des centaines de bâtons de dynamite et de synchroniser les explosions de façon à créer une panique. Et le million de personnes qui se trouvaient dans la cité indigène auraient déferlé sur les beaux quartiers. Vous voyez d'ici le drame qu'il aurait pu avoir parce que les parachutistes de Mobutu auraient tiré dans la population. On était dans un bain de sang épouvantable où, en pleine conférence de l'OUA, Mobutu perdait tout crédit d'un seul coup. Et à ce moment-là, la seule personne qui pouvait ressauver la situation, c'était Tshombe. Tshombe avait été complètement ruiné par l'opération portugaise. Il n'avait vraiment plus d'argent. Ce n'était pas une question même de millions. Il n'avait pas 100 000 francs devant lui. Il y avait des gens qui tournaient autour de lui toute la journée qu'on ne connaissait pas, que lui-même ne connaissait pas. Il y avait à Bruxelles une équipe de journalistes qui avait pour mission de suivre les mouvements de Tshombe. Il est de notoriété que ce groupe de journalistes était financé par le gouvernement congolais. Deux de ses amis, Ambursin et Sigal, viennent le trouver et proposent d'aller visiter, je crois dans les environs d'Ibiza, des terrains que Tshombe pourrait acheter pour réaliser des opérations commerciales dont il était friand à ce moment-là. Ces deux personnes s'amènent avec un troisième personnage qui s'appelle Francis Bodnan, que Tshombe ne connaît pas. Bodnan a reçu des fonds en Belgique par le canal d'une banque belge qui manipulait les fonds de Mobutu.
Bonnement, pour moi, est un repris de justice. Il a tiré 10 ans. Je crois qu'il a travaillé pour le CIA. Il y a un faisceau de présomption qui permet de croire que la CIA a organisé l'affaire sur le plan technique si elle ne l'a pas financée elle-même. Les Américains pensaient que s'il y avait une nouvelle sécession du Katanga, ceci allait à nouveau leur coûter une fortune. Tshombe avait sur place au Congo des ennemis personnels, et notamment M. Devlin de la CIA. Quelques jours avant l'enlèvement, Bodnan va chercher les ordres à Rome au moment où Devlin était sur place. L'avion qui a servi à l'enlèvement appartenait à une société créée au Liechtenstein, chez un avocat qui se trouvait être également l'avocat qui a constitué la société Wigmo, qui servait de paravent aux entreprises de la CIA au Congo. Ce film d'amateur montre Seagal et Ambursin, les amis de Tshombe, s'embarquant avec lui et Bodnan le 30 juin 67 pour le voyage à Ibiza dont il ne reviendra pas. En vol, Bodnan, armé d'un pistolet, va détourner l'avion vers l'Algérie. Bodnan a enlevé Tshombe, ils ont atterri à Boufarik, un grand aérodrome militaire pas très loin d'Alger, dans l'espoir de toucher une grosse récompense de Mobutu. Il avait 2 policiers espagnols, dont je peux vous donner les noms, qui étaient dans l'avion, qui n'ont pas réagi. Et les 2 pilotes étaient britanniques, étaient des aventuriers très connus. À mon sens, il y a une extraordinaire complicité. Malgré ses protestations, Tshombe est gardé à vue dans une villa proche d'Alger. Ses compagnons seront relâchés l'un après l'autre, Bodnan en dernier. Les raisons du kidnapping de Tshombe sont évidentes. Tshombe restait une image bien incrustée dans la tête des Congolais. Il fallait détruire Tshombe qui pouvait toujours revenir au Congo et pouvait renverser le pouvoir qui, lui, n'avait plus le consensus des populations, qui devait tenir par des moyens policiers et qui, dès lors, avait intérêt à éliminer les adversaires éventuels. Il n'intéressait plus du tout le président Mobutu ni qui que ce soit au Zaïre d'enlever ou de ne pas enlever Tshombe. C'est pas l'intérêt de Mobutu non plus. Tout ça, c'est encore des histoires inventées par des nostalgiques et par des anciens tchombistes. Je ne pense pas que Boumedienne était au courant d'avance. Les Algériens, évidemment, étaient très embêtés. C'était quand même pour l'Algérie un collier encombrant. C'est une preuve supplémentaire que c'est la CIA qui a agi, parce que la CIA a d'abord engagé Bodnan, qui était un Français. Or, il est certain que si ça avait été fait par des services français, on n'allait quand même pas prendre un Français. Par contre, on imagine très bien que des Américains voulant faire une telle opération, prennent un individu d'une autre nationalité. Comme Tshombe, à ce moment-là, représentait vraiment ce qu'il y avait de plus réactionnaire et de plus conservateur en Afrique noire, les Algériens ne pouvaient pas non plus relâcher Tshombe. Tshombe est pour nous, Algériens, un homme qui a été utilisé par l'impérialisme pour commettre un crime contre l'Afrique. Et nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais, les tentatives de réinstallation des intérêts impérialistes par Tshombe dans cette partie du monde, font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Mobutu exige que l'Algérie lui livre Tshombe. Devant cette terrible menace, parents et amis de l'ancien président du Katanga remuent ciel et terre pour obtenir sa libération, engagent une instance devant la justice algérienne, mobilisent les avocats les plus réputés, parmi lesquels Maître Florio. En vain. Tout ce qu'ils obtiendront sera le rejet de la demande d'extradition formulée par Mobutu. Le talent de Maître Florio ne pourra éviter à Tshombe de regagner à jamais sa prison dorée d'El Biar. Tshombe a été donc gardé près de Blida, dans une villa. Ça n'a rien arrangé à sa santé. Tshombe était cardiaque. Tshombe devait suivre un régime, vivre frugalement, beaucoup bouger. Tshombe était en résidence surveillée, donc il ne bougeait pas. Il était fort bien traité. Qu'on lui présentait des plats, il les mangeait. La famille de Tshombe avait été contactée par des gens qui surveillaient Tshombe, des officiers,
qui était venu proposer à la famille de libérer Tshombe moyennant le paiement d'1 million de dollars. Et nous avons demandé à ces gens de demander à Tshombe un écrit, et Tshombe a écrit cette lettre, et dans cette lettre, il y a là une série de mots africains qui veulent dire en Lunda, attention, ce sont des escrocs. Ce qui nous a fait plus ou moins couper les ponts. Nous avons entrepris de le délivrer, mais il était depuis 1 an et demi déjà incarcéré. L'opération a été montée financièrement par Thierry de Bonnet. 2 DC-4 devaient partir de Sicile et larguer un commando d'anciens officiers parachutistes. Thierry de Bonnet, qui était un escroc notoire, qui venait de tirer 1 an et demi de prison, avait réussi à gagner à la fois la confiance, si tant est que c'était la confiance de certains Katangais, voire même de certains Belges, et de mettre la mafia dans le coup. Ce qui était fort intelligent, puisque les avions, les DC-4, démarraient de Sicile. Le 28 octobre 1968, nous avons tenu un conseil de guerre à Auxerre. Nous devions aller chercher Tshombe dans une opération du style Scorzini libérant Mussolini. Je devais faire une visite médicale à l'hôpital d'Alger. Je crois, si mes souvenirs sont bons, l'hôpital Mustapha. Et entre la ville où il était et l'hôpital, il y a 50 km. Et il y a un moment, il y a une zone à peu près, disons, désertique. On devait arriver là-dessus, être parachuté là-dessus, le libérer, et il devait embarquer par un petit coucou, et nous, on devait gagner la Kabylie. Je crois que c'était un guet-apens, un piège. Parce que la Kabylie, à cette époque-là, faisait un mouvement de rébellion envers le gouvernement de Boumedienne. D'ores et déjà, les journaux algériens titraient « Tshombe, en tentant de s'évader, a été tué ». C'était une occasion de le tuer officiellement lors d'une évasion. Thierry de Bonnet, en revenant d'Auxerre, où nous avions tenu notre dernier conseil de guerre, Thierry de Bonnet s'est tué au volant de sa voiture. L'opération a échoué. Le 30 juin 69, 2 ans jour pour jour après son enlèvement, Tshombe meurt subitement en prison. Boumedienne a eu la prudence d'avoir 11 experts pour examiner le corps de Tshombe et ils ont conclu à une mort due à une attaque cardiaque. Les photos que nous avons vues de Tshombe sur son lit de mort nous le montrent extrêmement gros. Il avait beaucoup grossi. Donc, il est probable que tout cela ait pu provoquer une crise cardiaque. On m'a appris à tuer de différentes façons que le corps médical ne peut pas reconnaître. Ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui arrive. Ils ne peuvent que voir mort naturelle. Il y avait quand même des gens qui avaient le désir de supprimer Tshombe. Les Algériens ont confié son autopsie à un officier militaire français qui a prélevé les viscères, les a emportés à Marseille et on n'a jamais connu le résultat de cette expertise. Le gouvernement algérien accorde à Madame Tshombe l'autorisation de ramener le corps de son mari à Bruxelles. Elle n'avait jamais obtenu la permission d'aller le voir durant sa captivité. Ces derniers fidèles feront à Tshombe des obsèques de grand homme d'État. Il repose aujourd'hui dans cette Belgique qu'il aimait, bien qu'elle n'eût cessé de le trahir tout au long de sa brève et fulgurante carrière. En l'abandonnant, et surtout en écrasant le Katanga, peut-être le monde occidental a-t-il perdu sa dernière chance en Afrique. Un Katanga libre et fort, réconciliant blancs et noirs comme le voulait Tshombe, eût sans doute évité le basculement de l'Angola et un jour celui de toute l'Afrique australe et l'anarchie.